Est-ce que Caravage, le célèbre peintre Caravage, était-il queer? En fait, la réponse peut paraître méga évidente, surtout au vu de certaines de ses œuvres. Mais en fait, pas du tout. Cette histoire est vachement plus complexe que tout ce que j'avais pu imaginer. Et surtout, il est complètement légitime que vous posiez une question. Qu'est-ce qu'on en a à carrer de savoir si tel ou tel artiste ferait partie de la communauté queer? Bah en fait, vachement de choses. Le sujet Caravage, en fait, c'est une histoire pour laquelle j'avais déjà réalisé 2 vidéos il y a quelques années. Et je voulais profiter de cette chaîne YouTube où tu peux prendre méga ton temps pour reprendre cette histoire et refaire intervenir face cam la formidable chercheuse et doctorante en histoire de l'art Natacha April, qui est spécialisée dans l'étude du genre et en particulier du Caravage. Je précise d'ailleurs qu'en plus d'avoir généreusement accepté de repasser face cam, elle a écrit une très grande partie de ce script. Donc un immense merci à Natacha. Donc sans plus attendre, voici l'histoire de Caravage. Italie, XVIIe siècle. À cette époque, l'Italie n'est pas du tout chill niveau sexualité. Enfin, en apparence. Parce que ce qu'on sait de la sexualité à l'époque, ça vient surtout de documents judiciaires. En gros, des gens qui se font arrêter, juger, condamner. Donc forcément, ça donne une vision ultra biaisée. À Rome, par exemple, les autorités religieuses répriment très durement ce qu'ils appellent la sodomie. L'idée c'est simple, faire peur pour donner l'impression que ça n'existe pas. Sauf que, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé. Les historiennes et les historiens montrent que les pratiques étaient en réalité assez répandues, surtout chez les jeunes hommes. On est dans une société où la sexualité peut être beaucoup plus fluide qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Donc on a un énorme décalage entre ce que les autorités racontent et ce que les gens vivent réellement. Du point de vue politique, notre histoire n'est pas vraiment simple non plus. L'Italie, à ce moment-là, n'est pas le pays unifié comme celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un patchwork de villes et d'États, avec Rome, Florence, Venise et Naples, chacun avec ses règles, ses tensions et ses jeux de pouvoir. Et Rome en particulier est dirigée par le pape, donc là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est sur un mélange assez unique entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Résultat des courses, l'ordre moral est une affaire d'État. Et donc, tout ce qui touche au corps, au sexe et au comportement dit déviant devient immédiatement une question politique. Et ça, c'est lié à un truc majeur, la contre-réforme. En gros, l'Église catholique est en pleine réaction face au protestantisme. Elle veut reprendre le contrôle, réaffirmer son autorité. Et ça passe aussi par un encadrement très strict des comportements. L'art, par exemple, doit servir à éduquer, à émouvoir, à ramener les fidèles dans le droit chemin. Donc en théorie, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, pas de place pour le désir, et encore moins pour des formes de sexualité jugées déviantes. Et pourtant, c'est justement dans ce cadre très rigide que vont émerger des œuvres extrêmement sensuelles. Et c'est dans ce contexte un peu ambivalent que débarque Caravage. Il arrive à un moment charnière de l'histoire de l'art. Juste avant lui, t'as les géants de la Renaissance. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, qui ont imposé un idéal de beauté très harmonieux, très maîtrisé. Et au moment où Caravage débarque, une nouvelle génération est en train de changer toutes les règles du jeu. Des artistes comme Annibale Carracci cherchent déjà plus de réalisme et d'émotion. Et Caravage, lui, va pousser les curseurs encore plus loin. Mais alors, beaucoup plus loin. Là où les autres idéalisent, lui choque, et là où les autres suggèrent, lui montre. Et autant vous dire que pour ça, il va autant fasciner que déranger. Mais maintenant qu'on a le contexte, intéressons-nous à l'homme. Alors Caravage, comment dire? On est assez loin de l'enfant de cœur. Je pense qu'il serait même plus juste de dire que pour lui, on est plus proche du sale type notoire. Michelangelo Merisi dit Caravage naît à Milan en 1571 et très vite, il se fait remarquer pour 2 choses. Son immense talent et son caractère absolument ingérable. Caravage débarque à Rome dans les années 1590, sans argent, sans réseau, un peu en mode galère. Au début, il bosse dans des ateliers. Il peint des natures mortes, des petits tableaux de commande, rien de très glamour. Mais très vite, il se fait remarquer, parce qu'il peint autrement. Là où les autres idéalisent, lui, il peint des vrais gens. Des gamins des rues, des prostituées, des types un peu louches. Et il les transforme en saints, en héros, en figures mythologiques. Et ça, à l'époque, ça change et c'est presque choquant. Et surtout, il développe un truc qui va devenir sa signature, le clair-obscur. En gros, des contrastes hyper violents entre lumière et obscurité. Des personnages qui sortent littéralement du noir, comme éclairés par un projecteur. Ça donne un côté ultra dramatique, presque cinématographique avant l'heure.
Et surtout, ça attire ton regard exactement là où il veut lui. C'est comme ça que très vite, Caravage va attirer l'attention sur lui, mais aussi celle de gens très puissants. Des collectionneurs, des aristocrates et surtout des hommes d'église, dont un certain cardinal Del Monte, dont on va reparler juste après. Parce que lui, il joue un rôle absolument clé dans toute cette histoire. Grâce à ses protecteurs, sa carrière décolle. Il reçoit des commandes prestigieuses, notamment pour des églises à Rome. Et là, c'est le jackpot. Ces tableaux font sensation parce qu'ils sont réalistes, violents, incarnés. On est loin des images sages et idéalisées de la Renaissance. Certains adorent, d'autres détestent. Mais surtout, tout le monde en parle. Le problème, c'est que sa vie perso est un absolu chaos. Il enchaîne les bastons, les insultes, les procès. Il se balade armé et il attaque les gens pour un oui ou pour un non. Concrètement, c'est un peu le genre de type que tu invites chez toi une fois, mais qui peut potentiellement ravager ton appart ou aussi ta tronche s'il est mal luné. Et évidemment, ça finit par mal tourner. En 1606, il tue un homme, Ranuccio Tomassoni, un aristocrate romain. Officiellement, c'est une embrouille qui dégénère pendant un jeu. Officieusement, c'est beaucoup plus trouble. Certains historiens et historiennes pensent que Caravage aurait essayé de le castrer à coups d'épée. Ce qui laisse penser que ce conflit pourrait être lié à une histoire sexuelle. Rivalité, insulte ou un coup d'un soir qui dégénère, on ne saura jamais vraiment. Mais une chose est sûre, après ça, Caravage est condamné à mort. Il fuit Rome, il vit en cavale, et il ne reviendra jamais vraiment à une vie normale. Et dans toute cette histoire, un personnage revient tout le temps, Mario Minetti. Ami proche, modèle, peut-être, sûrement, amant, et surtout compagnon de fuite. Il aide à trouver des contacts, des commandes. En gros, sans lui, la carrière de Caravage après Rome aurait peut-être complètement coulé. Et la fin est à la hauteur du personnage, floue, dramatique et un peu mystérieuse. En 1610, alors qu'il essaie de revenir à Rome pour obtenir sa grâce, il meurt sur le chemin. Officiellement d'une maladie, mais certains parlent d'un assassinat, d'une vengeance, voire même d'un règlement de compte. On ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il meurt seul, à 38 ans et en pleine cavale. Une fin assez tragique pour un artiste qui aura passé sa vie à naviguer entre lumière et obscurité. La vie de Caravage, c'était un film. D'ailleurs, on va vous mettre en description toutes les différentes adaptations qu'il y a eu sur sa vie, les bonnes et les moins bonnes. Et maintenant qu'on en sait davantage sur l'homme, passons à l'artiste. Ce qui est fascinant avec Caravage, c'est qu'il développe un style totalement reconnaissable. Et surtout, très chargé sexuellement. Il peint énormément de jeunes hommes, beaux, sensuels, souvent à moitié nus, et clairement pas dans une posture neutre. Il regarde le spectateur, il pose, il séduise. Et ça, c'est nouveau. Parce que d'habitude, dans la peinture, c'est plutôt les femmes qui sont objets de désir. Depuis la Renaissance, et même avant, la représentation des femmes dans l'art occidental est souvent liée à des codes de séduction, de passivité et de disponibilité érotique. Prenons Titien par exemple. Sa Vénus d'Urbino représente une femme alanguie. La sensualité est explicite et la femme devient objet de la contemplation masculine. La Caravage inverse les rôles. Ce sont les hommes qui séduisent et les spectateurs qui deviennent la cible. Prenez son Bacchus par exemple dans les collections des offices à Florence. Un jeune homme hyper musclé qui vous regarde avec un petit sourire. Il est à demi nu, drapé d'un grand tissu qui ne tient que par un ruban noir dont il pourrait desserrer le nœud à tout moment. On n'est clairement pas dans de la peinture traditionnelle. Un autre exemple que j'adore et que je trouve particulièrement édifiant, C'est la flagellation du Christ dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ici, on a le Christ accroché à sa colonne sur le point d'être martyrisé, mais ce n'est qu'une toute petite partie de ce que cette toile suggère. Déjà, on ne connaît ni son commanditaire ou le lieu à laquelle elle était destinée. Mais en plus, son format est bien plus petit comparé à une autre flagellation du Christ réalisée par Caravage à la même période. Et lui dédié à un lieu de culte, ce qui, additionné, peut nous laisser légitimement penser qu'elle servait à une contemplation plus intime. et ensuite le traitement du sujet. Que ce soit le fouet qui annonce son supplice ou les liens qui le retiennent à la colonne, l'un est torchant et l'autre dans l'ombre, nous laissant l'espace pour apprécier la lumière divine venant se poser délicatement et très efficacement sur la musculature de Mister Jésus. Alors certes, ce corps fait référence à l'antique, pas de souci, mais c'est aussi un prétexte absolument idéal pour y caler une bonne charge érotique, voire homo-érotique. En gros, beaucoup de ces tableaux fonctionnent à deux niveaux, sage en apparence, sensuel en profondeur. Et ça, c'est exactement pour ça que son travail va autant fasciner que déranger. Maintenant qu'on a bien posé le décor, venons-en au vrai sujet de la vidéo, sa sexualité. Alors maintenant, la grande question. Caravage était-il gay? Déjà un problème, le mot homosexualité n'existe même pas à son époque. À l'époque, on parle plutôt de sodomie. Et ça ne désigne pas une identité, mais des actes, parfois même entre hommes et femmes. Petit point de définition.
homosexualité. Homo du grec homos, même, et sexualité du latin sexus, sexe. Ce terme initialement médical prend forme le 6 mai 1868 sous la plume du journaliste scientifique hongrois Karl Maria Kertbeny pour désigner l'orientation sexuelle entre personnes du même sexe. Donc les archives judiciaires, en réalité, elles ne nous disent pas grand-chose sur qui aimait qui. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est son entourage. Caravage est protégé par des figures très puissantes, notamment le cardinal Del Monte. Et lui, clairement, il évolue dans un milieu où l'attirance pour les hommes est bel et bien présente. Chez lui, on organise des concerts avec des jeunes hommes très beaux, habillés à l'antique, et qui posent de manière assez suggestive. Et ces scènes, on les retrouve directement dans les tableaux de Caravage. Donc on a un système assez clair, avec des mécènes qui apprécient ce type d'esthétique, et un artiste qui répond à cette demande, mais aussi un réseau qui protège tout ça. Côté vie privée, plusieurs témoignages évoquent des relations avec ses modèles, notamment Mario Minetti ou Cecco di Caravaggio. Mais comme souvent dans l'histoire, rien n'est totalement certain. Et c'est ça qui rend le sujet aussi complexe et passionnant. Mais histoire de mettre vraiment les pieds dans le plat, posons la question. Est-ce qu'un mec qui représente un autre mec de manière sexualisée, potentiellement à demi nu, gaulé comme Jaja, peut nous permettre de questionner sa sexualité? Bah pas forcément, désolé. Ça me saoule, hein, mais pas forcément. Parce qu'en réalité, à cette époque, l'érotisme, il est un peu partout. Et ce, même dans des œuvres religieuses. Si on prend par exemple des artistes comme Hannibal Carracci, dans certaines scènes de dévotion, les corps sont très physiques, ultra incarnés et parfois presque violents. Et à côté de ça, t'as toute une tradition artistique héritée de l'antique avec des corps nus, idéalisés et sensuels. Mais là où Caravage devient intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de suivre ses codes. Il les pousse. Ses modèles ne sont pas juste beaux, ils sont troublants, ils te regardent et jouent avec toi. Et ça crée un malaise, ou en tout cas une ambiguïté que les historiennes et les historiens ont longtemps eu du mal à assumer. Parce que pendant très longtemps, l'histoire de l'art a évité le sujet, ou alors elle l'a contourné. Par exemple, un des premiers grands historiens du Caravage, Roberto Longhi, à la fin des années 60, reconnaît que ses modèles sont ambigus, mais il explique ça par les canons de beauté de l'époque. En gros pour lui, ses corps un peu androgynes, ses visages doux, ses poses un peu ambiguës, c'est juste une question de style. C'est comme ça qu'on trouvait les jeunes hommes beaux à l'époque. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il voit le problème, mais il préfère ne pas parler de sexualité. Et ça va durer longtemps. Mais parallèlement, à la même époque, certains chercheurs commencent à poser la question autrement. Et si cet érotisme n'était pas un hasard? Et s'il disait quelque chose des désirs du peintre ou de ceux de ses commanditaires? Mais même aujourd'hui, le sujet reste sensible, parce qu'on a toujours peur de réduire un artiste à sa sexualité. Alors que le vrai enjeu n'est pas de dire si Caravage était gay ou s'il ne l'était pas. Le vrai enjeu, c'est de comprendre que l'art est toujours lié à un contexte, à des désirs et à des rapports de pouvoir. Et c'est exactement pour ça que cette question intéresse encore autant aujourd'hui. Parce qu'elle dit autant de choses sur Caravage que sur notre manière à nous de regarder l'art. Maintenant qu'on a décomposé cette affaire, il est temps de se poser une dernière question. Pourquoi est-ce si important de connaître l'histoire et la vie potentiellement amoureuse et sexuelle de certains artistes de l'histoire de l'art? Dans une société hétéronormée, découvrir sa sexualité est souvent un véritable parcours du combattant. Pour ne parler que de la France ici, certes la communauté a quasiment les mêmes droits et devoirs que les hétéros. Et c'est formidable après tant de décennies de combat. Mais savoir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres personnes comme nous ont existé dans l'histoire, que ce soit pour des aventures sexuelles, des histoires d'amour ou une exploration de la fluidité de genre, c'est ultra important pour s'accepter, se sentir moins seul, moins marginalisé et pour avoir des outils pour répondre à des discours révisionnistes ou obscurantistes. Et en fait, la vraie question n'est pas de savoir si ces histoires existent, mais pourquoi on a eu autant de mal à les voir. On peut certes passer des heures à nous extasier devant des chefs-d'œuvre et écrire d'interminables ouvrages sur leur création, mais savoir qui les a créés, dans quel contexte, peut nous permettre autant aux sachants qu'au grand public de les appréhender sous un angle nouveau et bien plus personnel lors de nos déambulations dans nos chers musées. Je vais un peu généraliser, mais le but de l'art, c'est quand même de générer une émotion, tout en incluant dans l'œuvre peut-être un petit bout d'expérience personnelle. Donc c'est pas du tout absurde de vouloir en savoir plus sur la vie de l'artiste. C'est même une erreur de penser que l'histoire, comme l'histoire de l'art, sont des disciplines figées et linéaires. Au contraire. Mais il est vrai que pour certaines personnes, certains sujets restent plus sensibles que d'autres. Mais cela ne donne le droit à personne d'empêcher de faire de la recherche dans ces domaines et surtout de poser une question qui est selon moi fondamentale dans l'histoire de l'art. Et si? Un immense merci pour regarder cette nouvelle vidéo. Un très grand merci à Natacha April pour son temps, pour ses recherches,
parce que je pourrais pas faire des vidéos comme ça sans des personnes qui font ce type de recherche. Donc un très très grand merci pour ça. Si vous voulez plus d'infos, on a mis tous les liens en description. Et puis en attendant, moi je vous dis à très vite.